Coucou. Salut Léana. Salut. Du coup, je suis Léana, j'ai 19 ans et je suis fumeuse et je suis venue te poser des questions pour l'arrêt de tabac avec l'hypnose et toute la séance qui va avec, que tu proposes. Ok. Ok, qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, je veux savoir comment se passe une séance. En fait, est-ce que tu veux que je te pose toutes les questions comme ça, on peut Ouais, répondre à plein de questions. pose-moi les questions qui te viennent et je vais répondre le plus succinctement, le plus précisément possible. Ok, du coup, ouais, savoir si comment se passe une séance déjà, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu utilises comme outil Ok. déjà. Alors, avec moi, Hmm. je dis bien avec moi, avec Karine Morer, la séance de sevrage tabagique, en fait, elle commence à partir du moment où la personne prend le téléphone pour m'appeler. Hmm. C'est-à-dire que je vais lui demander de faire certaines choses, de noter certaines choses, jusqu'à notre rendez-vous. Lors du rendez-vous, il y a une partie pendant laquelle en fait je vais poser des questions concernant sa vie, ses émotions, ce qu'elle a vécu, hein, comment elle a ancré la cigarette dans sa vie. Donc je vais utiliser la cohérence cardiaque, je vais utiliser l'implant au niveau de la bande d'implant et l'énergétique. Je vais utiliser l'hypnose, je vais utiliser la PNL et je vais utiliser la kinésiologie. Ok. Parce qu'en fait, pendant la séance d'hypnose, comme la personne est très relâchée, je peux vraiment questionner, je fais ce geste-là parce que je viens questionner un muscle Mhm. pour connaître en fait quelles vont être, par exemple, l'homéopathie qui va être le plus adaptée au niveau des émotions de la personne, D'accord. à quel moment elle va avoir besoin, par exemple, de boire de l'eau, à quel moment elle va faire une cohérence cardiaque. Donc j'utilise ce que j'ai appris parce que j'étais formée en kinésiologie Ok. pour savoir exactement comment cette personne va pouvoir sortir de l'atelier de conscience en étant, j'aime bien le mot, ficelé comme un rôti, hein, pour qu'elle soit vraiment dans sa puissance et son pouvoir de non-fumeuse. Et donc il y a une partie d'hypnose et ensuite il y a toute une partie où je leur donne des outils qu'elles vont utiliser chez elles. Ok. Voilà, je dirais qu'il y a 4 temps: le téléphone, le questionnaire, la transhypnotique et l'acquisition des outils. Ok. Voilà. Ensuite, elles sont invitées ou pas à me rappeler pour me tenir au courant. C'est très rare qu'ils me rappellent, parce qu'en général, ils sont non-fumeurs, ils sont très contents, donc ils n'ont plus envie de se remettre à... Parce que quand ils pensent à moi, ils pensent à la cigarette. Oui. Donc c'est très rare, hein. Ou alors je les ai un an après, oui, je suis toujours non-fumeur, super, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et à ce passage, voilà, il y a vraiment ce sevrage-là aussi, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas de moi, hein. Hmm. Voilà. Ouais, c'est une fois, ok, on a pris un rendez-vous, on a pris du 3 temps heures. ensemble, 3 heures. 3 heures, une séance, et on s'arrête sans souffrance, facilement, et avec la joie. Super package. Bah, écoute, J'achète demain. Ouais, l'autre question c'était est-ce que le nombre de cigarettes qu'on fume par jour, ça peut influer sur le taux de réussite ou pas de la séance en fait, ou si ça demande plus de temps de travail et Non, pour toi et pour nous et enfin. non, non, non. Je dirais que même les pires, c'est ceux qui fument 6 cigarettes par jour et qui Hmm. prennent leur pied à chaque cigarette. Hmm. J'ai vu des miracles très réguliers de personnes qui fument entre 1,5 et 2 paquets par jour Hmm. après la séance d'hypnose, ne plus jamais toucher une cigarette sans aucun manque, sans aucun prise de poids, sans rien. Voilà, donc c'est pas la quantité de cigarettes en fait qui fait que ça va être facile ou pas facile du tout. Euh, c'est là où la personne elle en est. Ce qui fait la différence, c'est là où elle en est, la personne, dans sa représentation du tabac. Hmm. Est-ce qu'elle voit toujours, est-ce qu'elle veut toujours voir, alors j'aime bien l'image du doudou, je vais le sortir de là, la cigarette comme un doudou auquel elle a donné beaucoup d'amour et elle a l'impression que la cigarette lui rend beaucoup d'amour, Hmm. ou est-ce qu'elle voit la cigarette, elle veut voir la cigarette comme un gremlins, Hmm. hein, comme s'il y avait un petit gremlins qui allait sortir de mon doudou là. C'est juste une question de choix et de point de vue. Hmm. La personne qui vient me voir, en général, elle a plus envie de voir la cigarette comme un doudou, quoi. Elle est prête à ouvrir son champ de conscience
pour se rappeler que la cigarette c'est de la merde et qu'elle a qu'un seul objectif, c'est de la rendre esclave, la tuer à petit feu, lui saboter la santé, la faire puer, la rendre dépendante. Enfin, il y a toute... voilà. Elle a envie de voir ça, la personne qui vient en sevrage. Ok. Est-ce que, tu vois, si on n'en est pas à ce stade-là, Ouais. ça marche quand même. C'est quand même possible de faire Oui. une séance. Oui, bien sûr. Mais on descend... En fait, il faut bien comprendre que le conscient et l'inconscient, il y a la partie consciente. Il faudrait que j'ai... je vais prendre ça. Moi, j'ai pas... Hop. On dira que ça, c'est la partie consciente. Ok. D'accord? Et l'inconscient, c'est tout ce qui est autour. Ok. Ok? Donc ça, c'est ce que je vois. D'accord? Et donc, en fait, là, en conscience, je suis fumeur. Mais le fait d'être fumeur, c'est conditionné par tout ce qu'il y a autour au niveau de l'inconscient. C'est-à-dire que le fait d'être fumeur, c'est une conséquence. C'est pas une cause. Hein. D'accord? C'est juste une conséquence. Donc, en fait, nous, on va chercher la cause dans l'inconscient. Ouais, ok. C'est-à-dire, moi, j'aime bien revenir dans l'histoire de la personne à tout ce qu'elle a mis comme affect avec sa première cigarette. Comment elle a commencé à fumer, dans quelles circonstances, avec qui, quel moment de sa vie. Tout ça, ça conditionne en fait les ancrages et les associations émotionnelles, circonstancielles, qui font que en fait, quand la personne va, par exemple, s'être sevrée de la cigarette, eh ben, par exemple, si elle retraverse par exemple un divorce ou un deuil, eh bien, elle va tout de suite se rediriger vers une cigarette alors qu'elle était depuis 10 ans non fumeuse, parce que en fait, le fait de fumer, ça lui rappelle la convivialité, la joie de ses copains. Mais ça, c'est inconsciemment, c'est un ancrage. D'accord, ok. Hein? Donc, en fait, souffrance émotionnelle, oh, vite, c'est vrai. J'avais la cigarette à un moment donné où ça me faisait du bien, donc crac. Et elle va, comme par hasard, ça va être lors d'une soirée avec des copains et des copines. Association. Donc, lors de la séance d'hypnose, on va vraiment voir à quoi, en fait, tout est accroché. La cigarette, convivialité, les parents, le fait de se sentir indépendant, de se sentir grand, important, comment dire, d'avoir une personnalité propre, parce que c'est souvent à l'adolescence. Et c'est une façon de se détourner. Les interdits, voilà, il y a tout plein d'accrochages, mais c'est tellement divers et varié selon l'histoire de chacun, que pendant la séance d'hypnose, mon job, moi, ça va être vraiment d'aller à la pêche, aux informations, d'écouter, de respirer avec la personne pour créer des liens, pour que lors de la séance, en fait, je fais une séance très humaniste, hein, en fait, je pars de l'histoire de la personne pour qu'elle puisse vraiment déconstruire là où elle avait créé, cristallisé tout. Et il faut imaginer que le cerveau reptilien, lui, il est vraiment fait pour te maintenir en vie, boire, manger, dormir, te reproduire. Si il a assimilé la cigarette, je suis en équilibre, ça me permet de survivre, c'est râpé, c'est-à-dire que tu auras beau essayer de le faire avec la volonté, lui, si tu lui enlèves ce truc-là, il resserre. Et c'est là qu'il y a souffrance, c'est là qu'il y a conflit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sevré, en fait, enfin, le futur sevré, quand il vient à l'atelier, en général, son reptilien a commencé à remonter, c'est qu'il y a eu des déclics, entre guillemets. Soit il a perdu quelqu'un de proche, il y a souvent des séparations. Je vois des gens qui se séparent, ou alors des problèmes de santé. Il y a souvent tout un engrenage, en fait. Hein, ça, c'est le conscient. C'est-à-dire que quand le fumeur, c'est ce qui est écrit ici. Voilà. Pour que le fumeur choisisse de s'asseoir dans le sevrage, de se mettre dans le sevrage, d'accepter le sevrage, c'est que, en fait, tout autour, il y a des circonstances. Ça tourne, c'est comme un labyrinthe, qui font que ce cerveau-là, le cerveau mammalien et le reptilien, craque, il se rapproche de la conscience. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Moi, mon job, c'est d'accompagner tout simplement la personne à rentrer dans un état de transe hypnotique. C'est-à-dire qu'on va aller chercher cette part du reptilien qui est en train de remonter pour le faire émerger, pour qu'en fait, il soit un non-fumeur, libre et heureux, qui respire uniquement de l'air pur pour le reste de sa vie. Voilà. Mais il y a tout un processus.
C'est-à-dire que le processus de sevrage n'a pas commencé le jour où il s'assoit dans mon fauteuil. Ça a commencé souvent déjà, ils ont trouvé mon flyer ou on leur a parlé de moi parce que je travaille beaucoup avec le bouche à oreille, d'accord. Ou leur médecin. Hein, moi je travaille avec des pneumologues, donc souvent des gens, s'ils vont voir le pneumologue, c'est qu'en général ça va pas franchement bien au niveau des poumons, C'est sûr. avec bronchite chronique, etc., cancer et tout ce qui va bien. Donc quand ils arrivent dans le fauteuil, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place. Il y a un processus. Quand ils me téléphonent, je dirais qu'il y a 70% du job qui a été fait. C'est déjà énorme. Il y a des gens, quelquefois, ils me regardent mon flyer pendant 6 mois, 9 mois, 1 an. Ils l'ont, hein, il est là, quelque part. Mais c'est pas le moment. Et c'est OK. Chaque sevrage est unique et correspond vraiment à... Chaque humain est différent, chaque sevrage va être unique. Alors, il y a aussi... chaque fumeur a un ego, un orgueil, comme tous les humains, mais souvent surdimensionné, dans lequel, en fait, quand ils s'assoient dans mon fauteuil, ils me font souvent rire parce qu'ils s'assoient en me disant « Oh, mais avec moi, ça risque pas de marcher. Moi, je suis un cadre différent. Oh là là, moi, c'est pas possible, je suis pas comme les autres. » Évidemment qu'on est personne n'est comme personne. Mais ceci étant dit, quand on est en état de transe hypnotique, c'est-à-dire quand on est entre 7 et 12 Hz au niveau des ondes cérébrales, je veux dire, cette part de cerveau qui croit détenir, la part saboteuse, hein, qui croit détenir tout le pouvoir, eh bien, le travail de l'hypnothérapeute, hein, ça va vraiment être de placer la personne dans un état de conscience modifié, voilà. Ça fait un peu... moi, quand la personne est en état de transe, en fait, je sens à l'intérieur de moi comme un espèce de balancement. Et je sens que je rentre moi aussi dans les mêmes fréquences, on rentre ensemble, et à ce moment-là, eh bien, on va suggérer en fait tout plein de choses nouvelles, on va déprogrammer et on va réimplanter des nouveaux programmes, des nouvelles suggestions qui font que quand la personne reprend son état de conscience normal, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de souffrance, parce que le reptilien est remonté et s'est saisi des bons programmes. Ok. Je ne sais pas si je te l'ai dit tout à l'heure, qu'en fait c'est comme si en surface, on était la personne quand elle veut s'arrêter de fumer, elle est sur Windows 2010, et qu'en fait le reptilien, lui, il est resté Windows 2003. Il y a une incohérence, il y a un conflit intérieur. Donc c'est pas une question de volonté, c'est une question de programme, de mauvais programme. C'est-à-dire que la personne qui a commencé à fumer, elle a commencé à fumer dans certaines circonstances. Et elle a ancré ces fameuses circonstances dans son inconscient. Et tout ça, ça va conditionner le fumeur, ce pourquoi elle fume. Souvent, à l'adolescence, il y a vraiment une recherche d'identité. Et donc, du coup, tu travailles avec tout ça pour pouvoir après vraiment travailler sur l'arrêt de tabac. Enfin, c'est vraiment personnalisé à chacune des personnes. C'est un sevrage humaniste. Et chaque sevrage est totalement différent. Il y a 3 façons à peu près de sortir de la séance. C'est-à-dire qu'il y a 30 à 40% des personnes qui sortent comme si elles n'avaient jamais fumé. Peu importe le nombre de cigarettes. D'accord ? Il y a des personnes qui sortent avec une sensation de dédoublement. C'est-à-dire qu'elles vont avoir l'impulsion de prendre la cigarette comme si elles cherchent quelque chose. Le corps a toujours la mémoire. Hein, il y a une mémoire. Mais dans leur tête, elles sont non-fumeurs. Donc il y a une forme de... moi, c'est le retour que j'ai. Elles se disent, j'ai l'impression d'avoir un dédoublement. Mais oui, parce qu'en fait, les deux chemins se font un petit peu... Comme si elle allait attraper un paquet ou chercher un paquet de cigarettes dans le sac alors qu'il n'y est plus parce qu'on ne fume plus, quoi. Mais c'est juste ça. Le réflexe... C'est ça. Et en fait, quand elle prend conscience... Ah mais oui, non, je suis une non-fumeuse, hop, ça s'en va. Il y a des personnes pour qui la cigarette va rentrer dans leur champ de conscience comme une balle de ping-pong sur un mur. Ça va durer, tu vois, t'imagines le temps que ça passe, une balle de ping-pong. Si je te balance une balle de ping-pong sur toi, elle reste combien de millisecondes? Mais c'est pareil, elles vont y penser, hop, ça part. Il y en a d'autres pour qui l'ancrage avec la nicotine est un peu plus fort et pour le coup, elles ont besoin, c'est une addiction si tu veux, non pas forcément à la nicotine, mais au combat. Au combat d'ôter le petit monstre. Alan Carr l'appelait comme ça, ce grand spécialiste de la cigarette et du sevrage tabagique, le petit monstre de la nicotine.
qu'en fait, le petit monstre, il est dans l'estomac et qu'en fait, il dure pas très longtemps, hein. Au bout de 2 jours, il est plus là. Ok. Donc le sevrage, avec donc l'accompagnement que je propose, j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup d'outils qui vont permettre à la personne de continuer à entretenir les nouveaux chemins neuronaux, les nouveaux programmes que l'on va implanter donc du non-fumeur dans le cerveau, dans l'état de conscience modifié. Il va sortir avec l'apprentissage donc de la cohérence cardiaque. Il va répéter ses phrases parce qu'on va suggérer des phrases dont celle-ci, je suis maintenant un non-fumeur libre et je vais respirer de l'air pur le reste de ma vie. Il va sortir avec tout un rituel, toute une ritualisation pour valider l'actualisation du non-fumeur dans sa vie, dans sa réalité. Moi, pendant la séance, je fais ce qu'on appelle de la kinésiologie. Donc, je vais voir au niveau du corps, au niveau des émotions, s'il y a besoin d'homéopathie, de fleurs de Bach, d'autres petites choses, de petits outils pour que la personne soit Vraiment bien pour compléter. ficelée comme un rôti pour qu'en fait, elle soit bien sécure. Voilà. Ok. Le plus grand poison pour le fumeur, c'est cette sensation de culpabilité qu'il a à chaque fois qu'il allume une cigarette. C'est-à-dire que il sait que c'est pas bien, mais il peut pas s'empêcher de le faire. Ce qui fait que ces deux voies, en fait, c'est comme si, en fait, il est on appelle ça dans un conflit intérieur. C'est-à-dire qu'il veut s'arrêter, mais il n'y arrive pas. Et chaque fois qu'il prend une cigarette, il se sent coupable. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la cigarette, elle s'accroche à la culpabilité. Parce que quand quelqu'un se sent coupable, qu'il a vraiment du poids vraiment sur les épaules, ça crée du stress. Ce stress-là fait allumer la cigarette. Et en fait, c'est un cercle vicieux. C'est vraiment le chat qui se mord la queue. Oh, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Et plus il se dit, il faut que j'arrête, moins il y arrive parce que finalement, il pense... Les gens, en plus, je veux dire, soyons très honnêtes, dans la vie, les gens disent, oui, mais toi, tu t'arrêtes pas, tu n'as pas de volonté. Oui. Mais c'est totalement faux. Moi, je te le dis en tant qu'accompagnante. C'est pas une question de volonté de s'arrêter, c'est une question de programmation au niveau de l'inconscient. Il y a un certain truc qui zone autour de l'arrêt de tabac. Enfin, tout le monde te dit que c'est hyper difficile, que c'est... Enfin, t'as fumé une cigarette... La première cigarette que tu fumes dans ta vie, on te dit, mais c'est fini pour toi, quoi. Enfin, tu ne pourras jamais arrêter parce que t'as fumé une cigarette dans ta vie. Et peu importe ce que tu fais, on te dit, bon, bah, tu fumes, maintenant tu fumes, et tu vas galérer pour arrêter, tu vas voir, c'est difficile. Enfin, il y a tout ce truc-là... comme enfin c'est pas, c'est la muraille de Chine quoi, pour arrêter de fumer si on écoute tout ce qui se dit. Ça, c'est un point de vue. C'est un point de vue auquel le conscient, le saboteur, celui qui croit en fait que le fumeur n'a pas le droit de se libérer, d'accord? Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a deux voies. Il y a le saboteur et celui qui veut être autonome. Le saboteur, lui, il va tout faire. C'est là-dessus que la nicotine s'appuie, sur ce saboteur-là. Donc, il va tout faire pour entendre que c'est dur, que c'est compliqué, que c'est souffrant, que tout ça c'est un système de croyance. Et le saboteur, lui, il va capter tout ça de l'inconscient collectif et de tes copains et de tes copines, de tout ton environnement. Donc moi, quand les fumeurs m'appellent et que je leur dis jusqu'à notre rendez-vous, continuez à fumer normalement et surtout, c'est pas de votre faute. Mais en fait, c'est difficile pour eux d'entendre ça parce que de dire à quelqu'un, si tu fumes, c'est pas de ta faute, je ne nourris plus l'addiction à la culpabilité. Tu me suis? Oui, non mais oui. Le premier pas, c'est vraiment que la personne ne se sente plus coupable et que comme elle ne se sent pas coupable, de savoir qu'en fait, quand elle comprend qu'elle n'a pas la bonne programmation, que la cigarette s'est implantée avec tout plein de circonstances, de contextes émotionnels, familial, je veux dire environnemental, et que tout ça c'est dans son inconscient et que la cigarette est accrochée à tout ça, quand elle comprend qu'elle n'a pas les bons programmes, mais comment tu veux que c'est pas de sa faute? Comme je te dis, c'est un mauvais programme. 2003 en surface, et 2010 dans le fond. Ça peut pas... tu sais, quand t'as pas fait des mises à jour sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, ça bug. Conflit intérieur.
Le job dans la séance d'hypnose, c'est d'aller recontacter le bon programme, qui est un bon programme dans le fond et en surface. Pour qu'il y ait une cohérence, pour que le conscient et l'inconscient se donnent la main et œuvrent dans le même sens, pour que le fumeur soit libre, en bonne santé, et qu'il retrouve de l'estime de lui, parce que c'est ça, le fumeur, tout ce qu'il a besoin, c'est retrouver de l'estime de lui. C'est tout ce dont il a besoin. Et la cigarette, en fait, le problème, c'est pas la cigarette, c'est tout ce qu'il y a caché derrière. Oui, bien sûr. La cigarette, c'est juste une conséquence. La cigarette, elle vient vraiment boucher, camoufler, étouffer, sous quête de tir, on étouffe bien, des espaces qui ont besoin d'être un peu cachés. Avec l'hypnose, tout simplement, on vient extraire, en fait. Il y a vraiment comme ça une extraction de l'entité tabac, une extraction, et la personne accepte de recouvrir sa puissance, retrouver sa puissance et son pouvoir originel. Elle n'a pas besoin de donner son pouvoir à un paquet de cigarettes. Elle n'a pas besoin de donner son pouvoir à tout plein de croyances extérieures, ni à ses copains, ni à ses copines qui vont lui dicter comment faire ci, comment faire ça. Mais c'est la maladie du siècle, donner son pouvoir à l'autre. Ben c'est vrai. Tout le monde donne son pouvoir à l'autre parce qu'il est censé savoir mieux que nous-mêmes. Donc forcément, quand la cigarette s'en va, dans le protocole, il y a vraiment un moment donné où justement, c'est très fort à ce moment-là. Je ne livre pas tout ça maintenant parce que voilà, ça fait partie de mon protocole. Quand le paquet de cigarettes s'en va et que la personne recouvre sa puissance et son pouvoir par l'imaginaire, par le symbolisme, c'est très fort. Toute l'ambiance de la pièce de sevrage, du cabinet, change de consistance. C'est comme si il y a un changement de densité, de présence. C'est très difficilement nommable. Et donc, pour le coup, il n'y a pas de souffrance. Donc, c'est magique. Mais les gens sont magiques. Ils s'imaginent que la magie n'existe pas, ni que le miracle n'existe pas. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Et moi, je suis très heureuse d'accompagner les gens dans leur processus de sevrage parce que j'assiste toutes les semaines à des miracles. De gens qui acceptent de regarder les miracles de conscience qu'ils sont. Après, je pense aussi, mais c'est de mon point de vue, que certaines personnes choisissent la cigarette pour se le rappeler. C'est-à-dire que le fumeur et le non-fumeur, ils appartiennent c'est la même chose, c'est la même entité. Si je veux me rappeler qui je suis, le pouvoir que j'ai, quelquefois je vais me mettre à fumer pour pouvoir apprendre à m'en détacher et me rappeler que je suis capable de faire ça. C'est une façon. Personnellement, j'ai pas une réelle envie d'arrêter de fumer parce que je suis ok avec ça pour l'instant, tu vois. Enfin, ça m'apporte... Je sais pas exactement ce que ça m'apporte, mais bon, c'est là. Mais je me dis quand même, j'ai totalement conscience que ça serait bien que j'arrête de fumer. Mais j'en suis pas du tout au stade des gens qui se disent que la cigarette ça me dégoûte, que j'ai envie que ça quitte ma vie, tu vois. Et donc du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de savoir si c'est possible aussi pour les gens dans ma situation d'arrêter de faire la séance là de sevrage. Moi, je pose toujours la question, est-ce que tu veux arrêter? Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as besoin d'arrêter? Est-ce que tu dois arrêter? C'est-à-dire, ou est-ce que tu choisis? Ça fait beaucoup de mots. Choisir, vouloir, devoir, avoir envie et besoin. C'est pas du tout les mêmes énergies qui sont cachées derrière ces verbes-là. Et moi, quand je pose la question dans la séance de sevrage, forcément, en fonction de ce que la personne va me dire, j'arrive à savoir sur une échelle où est-ce qu'elle en est. Okay. Mais on fait quand même la séance. Parce qu'en général, quelqu'un va dire « mais j'ai envie ». Mais en fait, si elle est là, c'est pas juste qu'elle a envie, c'est qu'elle veut. Sinon, tu viens pas dans mon fauteuil. Tu comprends ce que je veux dire? La personne qui m'appelle déjà et qui a eu mon numéro de téléphone il y a 6 mois, 1 an et demi et qui m'appelle, c'est qu'elle est prête. Les gens qui m'appellent, inconsciemment, il y a quelque chose qui est prêt. Inconsciemment. Inconsciemment, c'est prêt, c'est là. Et même si en conscience, ça doute, c'est normal. Le saboteur, lui, va tout faire pour te faire douter. Tu comprends ce que je veux dire? Lui, son job, au saboteur, c'est que tu continues à te pourrir la vie.
Et lui, son job, c'est que tu continues à fumer, que tu continues à te mésestimer, que tu continues à te traiter comme de la merde. C'est lui, son saboteur. Le saboteur, son rôle, c'est ça. Quand la personne arrive, c'est qu'il y a, au-delà du saboteur, il y a vraiment une puissance, une force. Le cerveau reptilien et mammalien, c'est vraiment des puissances très fortes. Ça remonte en surface. Et ça répond à une espèce d'engrenage. Ça remonte pas par hasard non plus. Quelquefois, il y a des dates anniversaires. Il s'était même pas rendu compte. L'autre jour, j'en ai une qui s'est arrêtée de fumer le jour où on lui avait c'était 3 ans après qu'on lui annonçait qu'elle avait le cancer. Jour pour jour. Oui. Mais quand elle m'a dit, quand je lui ai posé la question, est-ce que cette date aujourd'hui a une signification pour vous, elle n'avait même pas fait le lien, elle, en conscience. C'est quand je lui ai posé, moi. Parce que mon petit doigt me l'avait dit. J'ai posé la question. Et elle me dit, ah, ça fait 3 ans. Ou il y a quelquefois, c'est en rapport à des deuils, des séparations, peu importe. L'inconscient, il est tellement alambiqué de certaines façons qu'on ne peut pas comprendre les choses de l'inconscient en réfléchissant avec la rationalité normale. Et le saboteur, lui, il est là pour justement ne pas aller contacter tout ça. Oui, ok, Ça te va? ça me va. Bon, bah écoute, ma belle Léana, merci pour tes questions. Ben, merci pour tes réponses, du coup. Merci pour tout ce que tu as pu dire, tout ce que tu as pu apporter. C'est des questions qu'on peut se poser, même si on est fumeur et que pour l'instant on n'a pas décidé d'arrêter. Ça fait quand même partie des questions qu'on peut se poser. Bien sûr. Et parce que je pense que quand on est fumeur, on part toujours du principe qu'un jour on arrêtera. Mais bien sûr, ça va en même temps. Ouais. Ça fait partie de la même pièce, c'est pile et face. Fumeur, non fumeur, c'est exactement la même chose. Donc du coup, je pense que c'est intéressant pour tout le monde, enfin même pour moi, même si je suis pas décidée à arrêter de fumer. C'est partie des questions qu'on se pose, évidemment, des sujets dont on discute avec ceux qui ont arrêté ou ceux qui n'ont pas commencé. Et donc ouais, c'était cool.